Bon, c'est la fin de l'émission. Je vais vous offrir une petite confidence, petite confession. C'est l'épisode confession. J'ai pas toujours fait de la radio. Moi, j'ai déjà enseigné dans des écoles secondaires. J'ai fait ça pendant quelques années. Je me suis promené beaucoup dans plusieurs écoles, milieux défavorisés, milieux moins défavorisés. Et vers la fin de cet épisode de ma carrière, je constatais qu'il y avait de plus en plus de plans d'intervention dans les classes, que des fois, dans les classes, il y en avait 10, 12, 13. C'est quoi, c'est un plan d'intervention? Bien, c'est un plan d'adaptation scolaire pour les élèves en difficulté. C'est une approche individualisée, là, donc on émet des objectifs particuliers, personnalisés pour les élèves. Il y en a 281 000 élèves au Québec avec des plans d'intervention. On va en parler avec Égide Royer, qui est psychologue, auteur, chercheur, conférencier et formateur. C'est toute une gang de titres, ça. Et spécialiste de la réussite et de l'adaptation scolaire. Bonjour, M. Royer. Bonjour. 281 000 élèves avec des plans d'intervention. Pourquoi autant au Québec? Vous faisiez la confidence que c'est quelque chose que vous avez déjà connu et pourquoi on en a autant? Regardez, en 2001, on avait 102 000 élèves en difficulté au Québec dans nos écoles, avec environ 1 million d'élèves. En 2014, on était rendu à 200 000, puis en 2025, on est rendu à 280 000. Donc, il y a eu une augmentation extrêmement importante qui est liée à plusieurs facteurs. Il y a vraiment l'idée que on a de plus en plus de jeunes qui nous arrivent avec une forme de diagnostic ou une forme d'évaluation, même extérieure à l'école. On a juste à penser au TDAH, au trouble de l'autisme. L'autre élément, il y a une partie du financement qui est associée à l'identification de ces élèves-là. Et l'autre élément, c'est qu'on se retrouve dans un contexte où, à tort ou à raison, on a identifié que de plus en plus de jeunes avaient besoin de services particuliers. Et au lieu d'y aller sur une base individuelle, par exemple, moi j'ai déjà eu des programmes de recherche où on intervenait par rapport à des jeunes qui étaient plutôt isolés socialement au secondaire. On avait créé des groupes là, de travail avec ces jeunes-là, puis ça avait donné des choses tout à fait intéressantes. Mais on a fait une intervention globale, on n'a pas fait un plan d'intervention pour chacun de ces jeunes-là. Ouais. Même chose pour des jeunes qui auraient certaines difficultés de comportement primaire. Mais c'est l'idée d'y aller toujours pour du un pour un, ce qui nous amène dans une situation où vous avez 33 Ben oui. des jeunes à l'école secondaire publique qui ont un plan d'intervention. Donc ça, c'est une indication importante. Il y en a plusieurs qu'on doit absolument revoir, comme je le disais dans la presse ce matin, on doit absolument revoir tout notre ensemble de nos services pour les élèves en difficulté. Parce que il y a d'autres indices de quoi ça ne fonctionne pas, mais surtout, c'est qu'on met 3,7 milliards par année sur ces questions-là, avec des taux de diplomation qui sont vraiment décevants. Oui, on va donner des exemples, M. Royer, de mesures qui peuvent être, disons, sur un plan d'intervention. Grossir la police de caractère sur la feuille d'exercice d'un élève, enlever les images distrayantes sur la copie de l'autre. On peut parler, par exemple, de donner plus de temps pour réaliser une tâche, permettre l'utilisation de l'ordinateur, de la tablette électronique également. Est-ce que, parce que vous avez dit, il y a plusieurs facteurs, moi, c'est le troisième qui m'intéresse, c'est de dire, peut-être qu'on a donné, c'est de la manière qu'on décerne les plans d'intervention qui portent à confusion. Il y en a peut-être trop parce ils n'en ont pas tous besoin d'un plan d'intervention. Il y a ça aussi, là. Il y a ça aussi. Écoutez, on a de nombreux faux positifs là, dans tout ce qui est identifié présentement. Le meilleur exemple, c'est que, écoutez, les jeunes qui sont venus au monde au mois de septembre ont 35 plus de chances d'être diagnostiqués avec un trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité que les jeunes venus au monde au mois d'octobre. Mais c'est vrai, ça? Ah oui, c'est les données officielles. C'est les données officielles qu'on a au Québec, cela. Là. Et d'ailleurs, au Québec, c'est très spectaculaire, cet aspect-là. Donc, on confond un trouble neurologique développemental, le TDAH, avec simplement la maturation. Mais une fois que moi, on m'a donné, à 7-8 ans, l'étiquette TDAH, je suis je suis quelqu'un avec un trouble déficitaire, ou je suis quelqu'un avec un trouble du spectre de l'autisme plutôt léger, et c'est mon identité qui joue. Mm-hmm. Et la plupart de ces diagnostics-là, quand ils sont donnés, ils ne sont pas enlevés par la suite. Donc là, vous avez toutes sortes de formes d'adaptation qui vont être données par rapport à cette situation-là. Et toute la question des plans d'intervention, c'est qu'il y a une exigence de la loi par rapport à un jeune qui est identifié en adaptation scolaire d'offrir le plan d'intervention. Il y a une obligation qui est au niveau de la convention collective, dépendamment du type de handicap, de diminuer le nombre d'élèves dans la classe aussi. C'est pas simplement des adaptations, des accommodements pour le jeune. Il y a ça. Pour les jeunes handicapés, on dit on va diminuer le nombre d'élèves dans la classe. Et il y a toutes sortes d'indications. Écoutez, je vais vous en donner un autre exemple qui va dans le sens où on doit absolument revoir notre politique d'adaptation scolaire
qui date d'environ, qui a plus que 25 ans, Mhm. je donnais des indications à une de vos collègues journalistes anglophones. Le taux de diplomation des jeunes handicapés là, francophones, après 7 ans à passer à l'école secondaire, c'est 51%. Les taux de diplomation des jeunes handicapés anglophones est de 67%. Donc, j'ai 15 points de pourcentage entre les deux. Donc, comment expliquer ça? On doit probablement mettre l'hypothèse qu'un des facteurs, c'est qu'on colle davantage la recherche et les pratiques exemplaires dans le secteur anglophone que dans le secteur francophone et qu'on intervient vraiment auprès de jeunes qui présentent Ouais. certains handicaps, certaines difficultés précises. Mais si vous saupoudrez l'ensemble de vos mesures d'aide de manière micro-graduée, Ouais. par rapport en disant, ben là, la jeune se sent inconfortable par rapport à des images lorsqu'elle est en train de lire, là, on n'est pas sorti de l'auberge. Ben Comme non. c'était dit dans l'article de la presse, à identifier autant de monde, vous diminuez le service paradoxalement. Puis M. Royer, il y a autre chose aussi. Moi, je pense à l'élève. On va parler des professeurs après, parce que ça ne doit pas être évident, là, puis je peux en témoigner. Mais les élèves, on continue sur eux. Là. Si vous êtes dans une classe, puis là, vous avez un peu de difficulté. Par exemple, prenons la grosseur des caractères, là, puis là, vous allez voir la professeure, puis vous dites, il me semble que c'est un peu compliqué. Puis là, plan d'intervention. Est-ce qu'on ne fait pas en sorte que les élèves qui ont des petits problèmes sont toujours un petit peu exclus du groupe? Parce que je lisais, c'est une professeure qui disait, avant, on enseignait à un groupe, aujourd'hui, on enseigne à des individus. Pour les jeunes qui vont à l'école secondaire, l'idéal, c'est pas de faire en sorte qu'ils forment un groupe ensemble, qu'il n'y ait pas de tant de disparité, puis on sait, il y a beaucoup d'intimidation également. En voulant les aider, vous n'avez pas l'impression qu'on leur nuit des fois aussi? Oui, je parlais des diagnostics tout à l'heure, mais on parle aussi des adaptations qui, à un moment donné, moi, toutes les fois que j'ai un examen, j'ai un tiers temps ou 50% plus de temps pour faire mon examen, etc. Ben oui. Et ça, c'est sûr que... Mais ce qui est absolument fascinant présentement, puis là, on tombe dans le problème des écoles à 3 vitesses, là, c'est que quand vous avez 40% de votre classe qui est dans cette situation-là, c'est même plus une situation d'exception, c'est une situation où vous dites, là, c'est 40, on a déjà vu 50%. Non, il y a vraiment nécessité de revoir l'ensemble parce que là, on parle du primaire secondaire. Moi, j'interviens beaucoup au collégial aussi. 15% des étudiants au collégial présentement sont identifiés comme en situation de handicap. Le passe-temps, c'est de l'anxiété ou de déficit d'attention et hyperactivité. Et tout ce monde-là a droit à 50% de plus de temps pour les examens. Dans certains cas, c'est un local tranquille. Dans d'autres cas, c'est un preneur de notes. Dans d'autres cas, c'est un logiciel qui va lire les questions. Le système est véritablement là, en train de perdre contact avec la réalité par rapport à des différences qui parfois ne relèvent pas d'un diagnostic ou d'un trouble neurologique, mais qui sont simplement de certaines caractéristiques que peut avoir un jeune ou des caractéristiques comme telles de certaines difficultés qu'il peut vivre de manière temporaire. On est en train de l'échapper présentement là, par rapport à ce type d'intervention-là. Et comme je disais, les taux de diplomation s'en ressentent aussi. Mais monsieur Royer, j'ai une question un peu plus philosophique pour vous. Je sens que je suis capable d'avoir cette discussion-là avec vous. Est-ce que l'école n'est pas déconnectée de la vie aussi? Parce que moi, je me rappelle être au cégep dans un cours de scénarisation. Là, et il y avait des élèves qui avaient droit à plus de temps et d'utiliser l'autocorrecteur alors qu'ils se destinaient, pensait-il, à une carrière où ils n'en auraient pas vraiment le droit d'utiliser ça, ou en tout cas, on voulait favoriser des gens qui étaient doués pour l'écriture. Est-ce qu'on ment pas à nos jeunes en leur faisant croire que tout le monde est fait pour réussir et tout le monde est fait pour l'école? Tout le monde a un potentiel comme tel à développer. Écoutez, moi, j'ai travaillé comme éducateur spécialisé avec des jeunes déficiences mentales moyennes et profondes. Puis, même si le potentiel était petit, il y avait des choses qu'on réussit à développer avec ces jeunes-là. Et là, c'est vrai pour l'ensemble des jeunes, indépendamment qu'ils sont handicapés ou non, on a tous un potentiel à développer. Néanmoins, si véritablement vous êtes très inattentif, une personnalité très agitée, très inattentif, je ne vous recommanderais pas de devenir pilote d'avion ou chirurgien. Donc, il y a des différences qu'on a à tenir compte. Des choses ou des orientations ou des décisions qu'on prend, il y a compte de différences individuelles. Mais, quand je travaille en Ontario, chez les francophones ontariens, le taux d'obtention du diplôme d'études secondaires dans l'Ontario est de 92 %. Donc, j'ai un 8 % de mes jeunes là, qui ont beaucoup plus de difficultés, puis c'est autre chose. Mais au Québec, on n'est pas là du tout. L'écart est beaucoup plus grand. Donc, il y a un potentiel à développer. Et l'autre élément, si en donnant des formes d'aide de cette nature-là, logiciel, preneur de notes et autres, là, ou en disant, écoute, utilise l'intelligence artificielle ou une simple calculatrice, tu ne seras jamais capable là, au primaire d'apprendre tes 4 opérations. Si vous évitez des apprentissages
en compensant soi-disant un handicap qui n'est pas toujours là, là, on nuit vraiment à des jeunes. Ben oui. Puis, avant qu'on termine, là, je veux qu'on parle des profs parce que les profs disent on n'est plus capable. Là, c'est pas compliqué. Là. On a 30 cas particuliers devant nous. Il y en a 16 qui ont des plans d'intervention. Avant, on avait des classes. Maintenant, on a des individus. C'est pas un cercle vicieux, là, cette histoire-là. Donc, plus on s'enfonce là-dedans, moins on va être capable d'aller recruter des professeurs. Alors, on se retourne dans une situation, écoutez, c'était l'objet de la négociation, le gros objet de la négociation, on appelait ça la composition de l'Atlas, là, environ 2 ans dans la négociation, c'est que, écoutez, ça devient kafkaïen, là. Je peux avoir 35-40% de mes jeunes identifiés dans ma classe secondaire. J'ai 5 groupes au secondaire où j'enseigne le français, imaginez. Et là, je me retrouve avec tous ces nombres de plans d'intervention-là qui, d'une certaine manière, ont plus quelque chose d'administratif que véritablement efficace, mais pour lequel il y a des adaptations à faire pour l'ensemble de ces jeunes-là qui sont identifiés. Donc, la chaîne est en train de débarquer là, en termes d'efficacité de nos interventions avec des jeunes qui ont des besoins particuliers. Il va falloir faire la distinction entre qu'est-ce qui est une difficulté normale qu'on peut rencontrer quand on est en apprentissage à l'école de quelqu'un qui a véritablement une forme de handicap. Merci beaucoup. Et là, la distinction est disparue. Et au niveau de l'autisme, c'est particulièrement préoccupant. Merci beaucoup, M. Égide Royer. C'était très enrichissant comme conversation. Vous êtes psychologue, auteur, chercheur. Je pense qu'on va en parler de plus en plus de ce sujet-là. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, jeudi. On va parler de hockey demain à 18h jusqu'à 19h. Merci d'écouter le 99.5 Montréal.